37. La ville dort encore, mais ce hurlement de sirène déchire tout, y compris le mur de déni que j'ai bâti pendant des années. Mon fils, il ne respire plus. S'il vous plaît, venez vite. La femme qui pleure au téléphone, c'est ma sœur Heather. Dès la première seconde, je reconnais ses larmes fausses. Petite, elle pleurait déjà ainsi pour nous accuser, puis nous regarder, impassible, recevoir les coups. Sur ce brancard, gît Anthony Avalos, mon neveu, l'enfant qui riait jusqu'à en avoir le hoquet. À présent, il n'est plus qu'os et peau. Ses cils semblent brûler, ses paupières mi-closes. Tension en chute libre, dénutrition sévère, brûlures et traumatismes multiples, anciens et récents. Je saisis chaque chiffre sans pouvoir toucher Anthony. Entre les tuyaux, il ressemble à un astronaute perdu dans un cosmos glacé, sauf que ce vol-là n'a pas de retour. Dans le couloir, Heather raconte aux policiers. Il est tombé hier. Depuis, il était somnolent. J'empoigne la manche d'un agent. Examinez-le de la tête aux pieds. Ce n'est pas un accident. On me demande de rester calme. Les médecins s'en chargent. 3 heures plus tôt, il aurait dû être ce super-héros qu'il rêvait d'être, le protecteur des plus faibles dans la cour de récré. Le voilà entre la vie et la mort, tandis que sa mère joue l'innocente. Posez-vous la question. Une simple chute peut-elle faire perdre plus de 10 kilos? Laisser brûlures de cigarettes et genoux écorchés jusqu'à l'os. Accident. Ou supplice lent derrière la porte que Heather appelle maison. Cette nuit-là, j'ai compris. Pour Anthony, je devrais déchirer le rideau que Heather a tiré pendant 10 ans. Et la vérité, brutale, inhumaine, m'attend dans le chapitre suivant. Nous étions 3. Moi d'abord, David 2 ans après, puis Heather, arrivé comme un soupir avant l'orage. Dans l'objectif bancal de la caméra de grand-père, tout semble paisible. Mais derrière, notre maison résonnait du claquement des ceintures et des portes qui claquent. Maman appelait ça des punitions. Nous, on les appelait des nuits blanches. Les règles changeaient selon son humeur. Heather, elle, changeait de masque. Avec les voisins, elle devenait la petite princesse. Sourire timide, compliments mielleux, robe propre. Mais dès que la porte se refermait, sa voix montait d'un octave, forcément victime, jamais coupable. Un soir, je regarde la télé dans ma chambre. Heather veut faire du gym sur mon lit. Un pied glisse, sa bouche heurte la barre en bois, le sang jaillit. C'est elle. Elle m'a lancé une sandale. À peine le mot prononcé, maman surgit avec cette vieille ceinture militaire. David et moi savons ce qui arrive. Hurlements. Puis, quand le cuir s'abat, soudain le silence de ma petite sœur. Elle me fixe, yeux vides, tandis que je compte les coups. Après, je lui demande. Pourquoi? Elle hausse les épaules. Heather, calme glaçant. Parce que ça me fait rien de te voir souffrir. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose en elle était cassé, ou peut-être jamais né. À l'école, elle excellait en double jeu. Devant l'institutrice, elle pleurait parce que on se moquait d'elle. Dans la cour, elle poussait les plus petits dans les flaques pour rire. Les adultes voyaient une enfant sensible. Nous, on voyait le sourire du chat qui vient de lâcher la souris sous le canapé. Transition sonore, cling d'ustensiles de cuisine. Mais la scène qui hante encore mes nuits, c'est celle du couteau de boucher. J'ai 16 ans, une amie dort chez moi. Heather veut jouer, je dis non. Elle disparaît, revient avec la lame plus longue que son avant-bras, lève un rictus que je ne lui connaissais pas. Heather, 12 ans,
voix basse et frémissante. « Je vais te planter. » Elle nous pourchasse à travers le couloir. Ma copine hurle. Je claque la porte de la salle de bain. On plaque nos dos contre le bois. La lame surgit sous l'interstice. Scratch, scratch. Elle tente de couper la porte. Pas de portable à l'époque, pas de voisin à portée. Quand le calme retombe, je téléphone à maman, au travail. Sa réponse tombe comme un coup perré. Maman, exaspérée. Pourquoi tu laisses ta sœur jouer avec un couteau? On réglera ça ce soir. Le soir, c'est David et moi qui sommes battus, pas Heather. Et pendant que le cuir siffle, je sens son regard à travers l'entrebâillement de la porte, curieux, impassible, presque analytique. Avec le recul, je crois que c'est là que le mal a pris racine. Chaque mensonge récompensé renforçait son pouvoir. Chaque coup reçu par un autre nourrissait son indifférence. Je me disais, quand elle grandira, elle comprendra. Je me trompais. L'adolescence n'a pas adouci Heather, elle lui a offert d'autres armes, le charme, la manipulation. Et bientôt, la maternité. À 16 ans, elle annonce « Je vais avoir un bébé ». Pendant une fraction de seconde, j'espère. Peut-être qu'aimer un enfant la guérira. Je ne savais pas que j'étais en train d'abreuver la graine du monstre, car donner la vie ne l'a pas changé. Cela lui a juste offert une victime à domicile. Voilà comment les racines du mal ont pénétré notre famille. Dans la partie suivante, vous verrez comment ces racines vont étouffer le petit Anthony, jusqu'au point de non-retour. Quand Anthony est arrivé, j'ai cru que l'univers nous offrait un bouton recommencer. Je tenais la main de ma sœur. Je voyais dans ses yeux, juste l'espace d'une contraction devenue victoire, une étincelle que je n'avais jamais vue. La vulnérabilité, sage-femme, murmure émerveillé. Un beau petit garçon, 3,2 kg, en parfaite santé. Son cri inaugural me traversa comme un courant chaud. J'ai pressé ma caméra digitale. Clic. La première photo. Jamais je n'avais autant espéré en quelqu'un. Pendant quelques semaines, l'appartement d'Heather est devenu un sanctuaire de couches parfumées, de mobiles musicales et de selfies ridicules. J'osais, discret, attentionné, préparer les biberons à 3 heures du matin. Heather, contre toute attente, fredonnait des berceuses espagnoles. Je me suis surprise à penser. Peut-être que la maternité greffe une âme neuve à ceux qui en manquent. Il avait un don. Son sourire avalait toute rancœur. Même maman, notre mère dure, fondait quand il gazouillait. Au baptême, David porta Anthony comme un trophée de paix. On se chamaillait pour qui tiendrait le biberon, qui changerait la couche. Les vieilles cicatrices familiales s'effaçaient sous chaque arreux. Moi, Véo, rire léger. Je lui inventais des surnoms. Capitaine Boucle d'Or, Petit Lion du Midwest. Heather roulait des yeux, mais ne disait rien. Et c'était déjà un miracle. Les premiers nuages sont apparus en silence, comme toujours. Heather se plaignait de n'avoir plus de vie. José proposait de prendre le relais. Elle refusait puis, d'un geste brusque, lui passait l'enfant. Une nuit, je dors sur le canapé chez eux. 4h12. Les pleurs d'Anthony transpercent le mur. Je tends l'oreille. Aucun pas de Heather, seulement la voix douce de José. José, chuchote, berçant. Chut, mi campeone. Papa est là. Je note que la porte de la chambre de ma sœur reste fermée. Et dans mon ventre, une vieille boule d'angoisse se reforme. Au fil des mois, je vois grandir ces silences. Heather poste des selfies maquillage parfait. Hashtag Single Mom Life. Pendant que José change une couche hors champ. Peut-être est-elle juste épuisée, dis-je à David.
Lui hausse les épaules. David soupire. Tant qu'Anthony va bien. Mais dès que Heather sent qu'on la juge, le masque glisse. Sarcasme, œillade noire. Ses mêmes yeux visent de notre enfance. Juste une seconde, puis sourire Instagram. Il agrippe mon doigt, se hisse, éclate de rire. Son pas chancelant trace une diagonale d'espoir sur la pelouse. Et pourtant, derrière l'objectif, je capte autre chose. Heather qui regarde la scène, les bras croisés, un air absent, ou peut-être jaloux. Non, je me dis. Ne sois pas paranoïaque, c'est une jeune mère fatiguée. Alors, je range la crainte dans la poche arrière de mon short, comme on range une lettre qu'on n'ose pas lire. Quand la flamme se meurt, j'embrasse la joue collante de sucre de mon neveu et je formule un vœu. Fais que cette deuxième année soit douce, que Heather t'aime autant que tu l'aimes. Mais le destin, lui, souffle parfois plus fort que les bougies d'anniversaire. Et la lueur d'Anthony, si vive, si brève, va bientôt vaciller dans un courant d'air que je n'avais pas su voir. Il s'appelait Karim Leiva. Je l'ai d'abord croisé chez David, un dimanche foot and bière. Sa poignée de main m'a glacé, trop ferme, regard qui jauge, un sourire sans chaleur. David, chuchotant à mon oreille. « T'inquiète, c'est juste un collègue d'entrepôt, mais je connais l'odeur du danger. » Elle me chatouillait déjà la gorge. 2 semaines plus tard, Karim s'installe chez elle. Il a apporté plus que ses baskets, un tempérament de poudre et la conviction d'être le mâle alpha. Karim, ironique, tirant la chaise à Heather. « Repose-toi, mamie. Laisse les gosses à papa Karim. » Les premiers jours, Heather glousse. Moi, je vois la même mécanique qu'avec maman. La plus forte trouve sa proie. La proie apprend à cogner plus bas. L'abus ne crie pas toujours tout de suite. Il commence par un silence étrange. Les enfants arrivent chez moi avec les joues creuses. Anthony, à voix basse. « Tati, tu as une banane ? Promis, je la mange toute avec la peau. » Il rite pour faire passer ça pour une blague. Mon estomac se noue. Un samedi, je vois sur l'avant-bras d'Anthony un ovale violacé, empreinte parfaite d'une boucle. Je relève la manche. Il sursaute. « Qui t'a fait ça, mon cœur ?» Anthony baisse les yeux. Je suis tombé au basket. Je connais cette réplique. C'était la mienne jadis. Je déclenche l'alerte. Appel anonyme. Photo, relevé médical. 3 jours après, une travailleuse sociale passe. Travailleuse, professionnelle, fatiguée. « Madame Baron, on a signalé des bleus. » Heather, soupir, fausse contrariété. Ils se bagarrent entre frères. Je note chaque incident. Regardez, le carnet. Elle brandit un cahier rempli d'entrées inventées. Karim reste en retrait, bras croisés, muscles gonflés, un rictus qui dit « Essaie de me contredire ». L'agente hoche la tête, coche des cases, s'en va. Coup de tonnerre silencieux. La porte se referme et c'est Anthony qui encaisse. Les enfants me racontent qu'il les force à s'affronter. Combat de frères. Le perdant dort, sans dîner. Karim les soulève par les oreilles, les fait tenir face au mur jusqu'à ce que les larmes sèchent. Dans la bouche d'Anthony, le mot « maman » se délite. Il dit « Heather », comme moi. J'ose lui parler. Elle répond doux comme le sucre. « Heather, si tes appels continuent, je coupe tout. Plus de visites, plus de photos. » Elle sait que perdre Anthony me tuerait. Moi, je comprends qu'il me faut un plan B. Recueillir les petits, coûte que coûte. Nous convenons d'une embuscade protectrice. Quand Heather vient récupérer la fratrie, je me place sur l'escalier. David filme discret. Moi,
déterminés. Ils restent ici. Les policiers arrivent. Heather hurle. Karim n'est pas là ce soir-là. Elle tente de passer. Je ne cède pas. Les enfants se collent à mes jambes comme des chatons mouillés. Les agents du shérif arrivent, interrogeant les petits en aparté. Je retiens mon souffle jusqu'à entendre. Adjoint, voix grave. Ils ne rentrent pas avec la mère ce soir. Explosion intérieure. L'orage semble enfin arrêter. Faux espoir. Heather feint de la contrition, promet une thérapie, jure que Karim partira. Les services sociaux lâchent prise et laissent repartir les enfants. Moi, V.O., brisé. J'implore. Si vous les renvoyez, l'un d'eux mourra en 5 ans. On m'écoute poliment, puis on archive ma peur. Au seuil, Anthony me chuchote. Anthony, voix éteinte. Je t'aime, Tati. Ses bras maigres m'entourent. Sa tête sent encore le shampoing bon marché. Je ne sais pas que c'est la dernière étreinte. La vague de chaleur étouffe Lancaster. Le macadam miroite. Dans l'appartement d'Heather, les fenêtres sont scotchées pour garder le frais. En réalité, pour étouffer les cris. Angèle, 7 ans, confession plus tard. Karim disait que la sueur, c'est pour les faibles. Il fermait tout, on n'avait pas d'eau. Ce soir-là, Anthony tient à peine debout. Karim l'oblige à faire des burpees pour devenir un homme. À chaque pompe, son menton heurte le parquet. Un filet de sang coule de sa lèvre ouverte. Heather regarde depuis le canapé, téléphone à la main, pouce qui scrolle, visage de pierre. Samedi, le feu sur la peau. Transition sonore, claque d'un briquet, crépitement. Nourriture du jour, un burrito congelé, toujours gelé, au cœur. Anthony le mort, dents qui claquent. Karim se moque, verse de la sauce piquante chilienne sur le visage de l'enfant. L'acide ronge la peau, brûle les cils. Anthony, hoquet de douleur, voix éraillée. Ça pique, maman. S'il te plaît. Heather répond d'un haussement d'épaule. Tu pleures pour rien? Elle ordonne à Angel de faire taire son frère. Le petit tente d'éponger la sauce avec un torchon sale, se brûle à son tour. Dans l'après-midi, Anthony ne tient plus sur ses jambes. Il parle en charabia, regarde dans le vide. Karim le frappe quand il vacille. Prétexte, un jeu de catch. Plus tard, l'autopsie notera 12 côtes fracturées cicatrisées, 15 nouvelles. Mais ce soir-là, aucun voisin n'appelle. Les murs de la résidence sont trop épais, ou les consciences trop fines. Vers 23h, Heather remarque que le garçon ne réagit plus. Elle le pose dans le salon, allume Netflix, monte le volume pour masquer la respiration laborieuse de son fils. Elle attendra encore 18 heures avant de composer le 9 en 11. Lundi, 14h27. L'appel qui sonne faux. Mon fils s'est cogné la tête hier, il est bizarre. Maintenant, il respire plus. Vite. Opératrice, commencez une RCP. Heather, VOIP saturé. Je ne sais pas faire. Dépêchez-vous. Derrière, on entend un gémissement étouffé. C'est Angel que Karim fait taire d'une main. Secouriste, abasourdi, chuchote à son collègue. On dirait un rescapé de camp, pas un enfant de 10 ans. Il note des marques circulaires sur le torse, brûlure de cigarette, un hématome en masque autour des yeux, plaies infectées. Heather répète son scénario, chute, sommeil, et tout allait bien ce matin. Couloir d'hôpital, 16h03. Plan fixe, porte battante s'ouvre, brancard file, lumière blanche clinique. Anthony est branché à un ventilateur.
Saturation oxygène descend à 72%. Je cours dans le service. Une infirmière me barre le passage. Moi, allaitante. Je suis sa tante. Laissez-moi. Infirmière, compassion. Préparez-vous au pire, madame. Je vois Heather au fond du couloir, bras croisés, regard absent comme devant la balançoire 20 ans plus tôt. Elle parlemente déjà avec un shérif, plantant l'idée d'un accident domestique. Tati est là. Tu n'es pas seul, mon super-héros. Je prends sa petite main glacée. La mienne tremble comme lorsqu'on me frappait. Je lui murmure qu'il peut partir s'il est trop fatigué, qu'on se battra pour lui. Une larme glisse de son œil gauche. Les médecins disent réflexe. Moi, j'y vois un adieu. 19 Noerdals, la ligne plane. Son pur, oscilloscope plat. Les néons semblent vaciller. Un médecin annonce le décès. Heure légale. Je tombe à genoux. Le sol se dérobe. Heather, elle, discute assurance vie avec un enquêteur. Une infirmière éclate en sanglots. Un interne frappe le mur du coude. Tous comprennent que nous venons de perdre bien plus qu'un patient. Une part de notre humanité. Je regarde les étoiles. Chacune me rappelle le sourire éteint d'Anthony. Et je jurai devant le ciel californien, vous payerez. Le lendemain, Heather et Karim sont interpellés. Mais la justice est un sentier rocailleux. Je n'imagine pas encore la longueur du procès, ni la rage qui va me consumer. 48 heures après la mort d'Anthony, la police revient, cette fois avec des mandats. Karim est plaqué au sol, menottes cliquetant comme un métronome de justice. Heather sort ensuite, peignoir rose, visage neutre. On dirait qu'elle descend chercher le journal. Agent, haut-parleur. Heather baronne, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et torture. Elle tourne enfin la tête vers moi, derrière la barrière. Aucun mot, juste ce rictus que je reconnais. C'est encore toi. Salle d'interrogatoire. Karim. Pleine fixe caméra placarde. Néon blafarde. Karim, bras croisés. Chewing gum. Détective Reyes, posé. Expliquez-nous ces brûlures de cigarettes. Karim hausse les épaules. Des gosses qui jouent, ça se blesse. Il ricane, parle de discipline, traite Anthony de chochotte. Chaque phrase cloue l'affaire. Absence totale de remords, incohérence, localisation balafre, objet saisi, interrogatoire. Heather Détective Smith, tranchant. Pourquoi attendre 18 heures pour composer le 9 en 11? Heather, voix chevrotante. Je croyais qu'il dormait. Il tombait toujours. Le détective dépose les photos d'autopsie, une à une. Les épaules d'Heather s'affaissent, mais les larmes ne viennent pas. Je regarde derrière la vitre sans teint. Elle est vide, exactement comme lorsqu'elle jouait la victime enfant. Acte d'accusation. 28 juin. Tribunal de Los Angeles. Mise en scène. Escalier du palais de justice. Journaliste, micro tendu. Moi et David tenons la photo d'Anthony en cape de super-héros. Le procureur annonce 12 chefs d'inculpation. Meurtre, torture, sévices sur mineurs, conspiration. Il requiert la possibilité de la peine capitale. J'inspire. La justice commence enfin à parler notre langue. Journaliste, madame, un commentaire. Moi, regard, caméra. Qu'il n'oublie jamais ce sourire. Tout ce que je veux, c'est qu'il ne soit plus jamais étouffé par leurs mensonges. Préliminaires, révélations à la barre, montage rapide, technicien médico-légal, pédiatre urgentiste, travailleur social. Dr Lee,
légiste, 150 blessures distinctes, décès par traumatisme crânien, déshydratation sévère, infirmière Patel, son IMC équivalait à un enfant de 6 ans, agente de CFS, voix tremblante. Admettent n'avoir pas perçu le danger imminent, malgré 6 signalements. Mon cœur se serre, l'audience entière murmure. Face à face, ma déposition. Mise en scène, box des témoins, micro, verre d'eau. Heather en face, impassible. Procureur, racontez-nous la dernière étreinte d'Anthony. Ma voix vacille, mais tient. Je décris ses bras maigres, son « Je t'aime, Tati ». Dans la salle, seuls les crayons des greffiers bougent encore. Je termine. Il avait 10 ans. Il protégeait ses frères. Lui, on ne l'a jamais protégé. Heather baisse les yeux pour la première fois. À cet instant, je sens la balance de la justice pencher. Recul du parquet. Un coup au moral, décembre. Élection d'un nouveau district attorney, opposé à la peine de mort. Le chef ultime tombe. La perpétuité avec possibilité de libération, conditionnelle tardive, devient l'horizon. On vole à Anthony ce qu'il restait de voix, mais je refuse le découragement. Je viens chaque audience, t-shirt Justice for Anthony, dossier sous le bras. Ma présence est mon réquisitoire. Verdict provisoire, avril suivant. Plan salle d'audience, gavel qui frappe. Heather et Karim sont déclarés coupables de meurtre au 1er degré et torture. Les jurés évitent mon regard. Ils ont voyagé dans l'enfer de mon neveu. Ils n'en sortiront pas indemnes. Juge Morales, audience de sentence fixée au 7 juin. Dans le couloir, un journaliste me souffle. Victoire, non? La victoire, ce sera quand plus aucun service social ne classera un enfant famélique à risque moyen. Quand les écoles sauront lire les bleus comme des SOS. Et quand les monstres ne trouveront plus de porte close pour frapper. Mise en scène. Chapelle lumineuse. Ballon bleu-rouge. Musique orchestrale douce. Sur le cercueil blanc, un petit bouclier de super-héros. Anthony rêvait de sauver le monde. Alors, le jour de ses funérailles, c'est le monde qui est venu habillé en super-héros pour lui dire merci. Les cousins portent des masques en carton, les adultes des t-shirts frappés d'un A étoilé. J'ai déposé sur le coussin sa cape rouge découpée dans un vieux drap. Elle flottait comme une promesse inachevée. Le prêtre a murmuré qu'il existait un paradis spécial pour les enfants courageux. Moi je crois qu'Anthony y vole déjà, dessinant des sourires sur les nuages. Une famille reconstruite dans la douleur. Après la cérémonie, David, sa femme et moi avons signé les papiers d'adoption pour les 3 plus jeunes. Leur première nuit chez nous, Angel a dormi enlacé à la cape de son frère. Il a juré de protéger les plus petits, comme faisait Anthony. Tous les soirs, nous lisons une page du journal de Capitaine Boucle d'Or. Les souvenirs que j'écris afin qu'ils sachent d'où ils reviennent et jusqu'où ils peuvent aller. Le combat continue. Montage rapide, réunions avec associations, affiches Stop Child Torture, signature d'une pétition en ligne. Ma colère est devenue carburant. Avec d'autres familles endeuillées, nous avons fondé le collectif À Force. Atelier pour enseignants, formation aux signaux d'alerte, ligne d'appel 24/7. Un sénateur de l'État nous a reçus. Je lui ai posé la photo d'Anthony devant le micro. Si ce visage ne change pas vos lois, alors votre siège vaut moins que son sourire. La sentence, et après le 7 juin, le juge a prononcé la perpétuité réelle, sans remise. Heather n'a toujours pas pleuré.
Karim a baissé les yeux quand on a mentionné la cape rouge. À la sortie, une journaliste a demandé « Êtes-vous soulagé ?» La justice n'a pas rendu Anthony. Elle a seulement signalé que sa vie comptait. Le vrai soulagement viendra quand chaque voisin, chaque prof, comprendra que la peur du dérangement coûte parfois un enfant. Si vous voyez un bleu qui dure, un enfant qui mendie un sandwich, un cri étouffé derrière des rideaux, n'attendez pas d'être sûr. Appelez. Mieux vaut un faux signalement qu'un petit cercueil blanc. Notez ce numéro qui s'affiche. 4A Child. Sauvegardez-le. La prochaine victime n'a peut-être pas ma voix pour parler à sa place. Dernier envol, mise en scène. Ciel crépusculaire. Animation de la cape rouge qui s'élève et devient une constellation en A. Anthony, tu voulais être un héros. Tu l'es devenu. Ta lumière guide désormais d'autres enfants hors de la nuit. Voix plus ferme. Je nous laisse une mission. Tant qu'un seul petit est frappé, affamé, réduit au silence, nous mettrons la cape et nous volerons. Pour lui, pour toi.